nous, on veut que tu gères notre villa. Je sais pas, Ilyes, c'est un voleur. Je bosse tous les jours du matin au soir. On m'a menacé, oui, je vais aller porter plainte contre toi. Je dis, mais tu veux porter plainte pourquoi? Et moi, à la base, je fais de la sous-location. Et 100% des bénéfices me reviennent à moi. Parce que j'ai rien fait jusqu'à 17h. À 17h, je suis un zectique, je suis léger. Je me sens pas bien pour que j'aille travailler. Salut l'équipe, bienvenue dans les bureaux à Marrakech. Pour ceux qui avaient regardé la vidéo vlog à Marrakech, normalement vous devez voir en dessous la différence. Les murs d'air, un petit peu de décor, etc. Bon, parce que petit à petit, les choses s'améliorent. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo spéciale. Cette vidéo, je l'ai faite parce qu'il m'est arrivé quelque chose à Marrakech avec une propriétaire. Ça s'est un petit peu mal passé. Et donc, je voudrais vous faire un petit retour d'expérience pour que vous compreniez la différence entre la conciergerie et la sous-location. Il s'est passé des trucs de fou, mais je vais tout vous raconter dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Personnellement, pour moi, la sous-location, ça reste... Bon, je vais tout vous expliquer, venez. Là, on sort des bureaux, on va aller manger un petit coup dans un petit restaurant que j'aime bien, juste à côté du bureau. Viens, installe-toi. Vous savez, quand je suis arrivé à Marrakech, j'avais pour objectif, moi, de me lancer dans la sous-location. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis lancé dans la sous-location immobilière. J'ai pris des villas en sous-location. Et puis, petit à petit, 1, 2, 3, 4, etc. Et maintenant, on commence les appartements et tout. Bref, je fais des vidéos à Marrakech. Donc, les gens, ils ont su que maintenant, voilà, j'ai une agence immobilière à Marrakech, j'ai des bureaux, etc. Une conciergerie. J'ai fait aussi de la conciergerie. Et puis, il y a de plus en plus de propriétaires qui m'ont contacté et qui m'ont dit, voilà, j'ai vu tes vidéos et tout. Tu as l'air d'être un expert dans ton domaine. J'ai une villa à te proposer. Et moi, par contre, je veux pas faire de la sous-location, je veux faire de la conciergerie. J'aimerais que tu crées ma villa. Ok. Moi, j'ai rien demandé dans l'affaire. Moi, je n'ai rien demandé. Les propriétaires, ils sont venus me voir, ils m'ont contacté en me disant, non, on veut que tu gères notre villa. D'accord, il n'y a pas de souci. Déjà, je facture pas à 20%, je facture à 30%. Donc, eux, ils s'attendent à ce qu'il y ait un meilleur service, etc. Il n'y a pas de souci, chose que j'ai fait. Et puis, un jour, il y a eu une propriétaire, je suis parti la voir. Elle a demandé par des contacts, etc., etc. Elle a demandé à rentrer en contact avec moi. Je suis parti à sa villa et tout. Ok, j'ai accepté de prendre la villa en gestion locative, en conciergerie. Sauf que je me suis retrouvé confronté à une problématique que j'ai déjà vécue 2-3 fois. C'est en train de me rendre tellement fou que je me dis dans ma tête, peut-être que je vais arrêter complètement de faire de la conciergerie juste à cause de ce problème-là. Il y a des propriétaires, ils viennent et ils te disent concrètement, moi je veux 3 000 € par mois dans ma poche. Donc ça veut dire après les frais. Moi je veux 3 000 € par mois dans ma poche après les frais. Débrouille-toi. Mais en contrepartie, je ne veux pas que tu mettes la villa à moins de tel prix. Donc moi, c'est ce qui s'est passé avec elle, par exemple. Moi, je lui ai expliqué, je lui ai dit, c'est pas possible en fait. Tu peux pas venir et dire et imposer ta loi en disant, bah écoute, fais comme ça, fais comme ça. Non, si tu m'as pris moi, c'est parce que je suis expert dans mon domaine. Je sais ce que je fais, je sais que à tel moment il faut le mettre à tel prix, à tel moment on va le mettre plus cher, etc. Donc bref, elle me dit, moi, je veux 3 000 € par mois, mais t'as pas le droit de la mettre en dessous de 300 € la nuit. Je dis, mais cette villa-là, au vu de la localisation, au vu de ci, au vu de ça, elle vaut pas 300 € la nuit, ta villa. Elle vaut 150. Allez, à tout péter 200. Et donc, bref, voilà ce qui s'est passé. C'est parti un peu loin. Parce que du coup, elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, je sais pas, Ilyes, c'est un voleur. Ilyes, c'est pas ce qu'elle s'est dit, en gros, dans sa tête. Et donc, comme à un moment donné, les mots sont montés un petit peu, etc., etc., moi, je voulais plus répondre pour pas envenimer la situation. Je voulais plus répondre aux appels téléphoniques. Donc, elle s'est mise à marceler. On m'a menacé. Oui, je vais aller porter plainte contre toi. Je dis, mais tu veux porter plainte pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu vas porter plainte parce que... Pourquoi? C'est quoi concrètement la raison de ta plainte? Oui, parce que tu m'as pas rendu les clés. Mais je lui dis, mais viens tout de suite, les clés elles sont là, tiens, prends les clés. Pourquoi est-ce que moi je vais venir jusqu'à toi pour te donner les clés? Si tu veux les clés, viens récupérer les clés. Bref, ceci, cela, bref, ça m'a donné une mauvaise expérience de la conciergerie. La différence entre la sous-location et la conciergerie, en soi concrètement, c'est le même travail, d'accord? Tu vas gérer un bien immobilier. La différence, c'est quoi? C'est qu'en conciergerie, tu prends pas de risque. T'as pas besoin d'investissement, concrètement, à part ton site internet, ce genre de choses. Mais je veux dire, tu vas pas payer le loyer et tu vas remplir le calendrier d'une personne et tu vas prendre un pourcentage. Les pourcentages, ils sont entre 15 et 30%. Moi, je suis à 30, mais j'en ai vu aucun autre à 30. Mais bon, bref, j'arrive à signer des contrats à 30, donc c'est peut-être parce que quelque part, le propriétaire, il se dit, ok, lui, je suis à 30 et il va me faire gagner plus d'argent que celui qui est à 20 et qui vient juste faire les choses comme ça, tu vois. J'ai une certaine expertise qui me permet de facturer 30. Bref, tu prends un pourcentage sur le chiffre d'affaires. La conciergerie, tu prends un pourcentage sur le chiffre d'affaires et tu gères le bien. La sous-location, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de prendre un pourcentage sur le chiffre d'affaires, tu vas lui payer un loyer. Et donc, tu vas prendre le risque de payer un loyer tous les mois, peu importe le taux d'occupation qu'il va y avoir. En sous-location et en conciergerie, tu fais le même travail. Sauf qu'en sous-location, tu gagnes 4 fois plus d'argent qu'en conciergerie. Moi, j'ai fait
fais de la conciergerie parce qu'il y a de la demande en conciergerie et qu'on me demande de prendre des logements en conciergerie. Mais moi, à la base, je fais de la sous-location. C'est-à-dire que le propriétaire, il vient, je vous donne son loyer tous les mois et derrière, j'exploite très bien et 100% des bénéfices me reviennent à moi. Le propriétaire, derrière, c'est pas ses affaires de savoir qu'est-ce que je fais avec le logement. J'exploite le logement en location pour que durer. C'est une exploitation commerciale. Point à la ligne, tu vois. Donc bref, il y a des personnes qui viennent se lancer, qui veulent se lancer dans la conciergerie à Marrakech. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc que je me suis rendu compte ici. Il y a énormément de personnes qui se lancent à Marrakech dans la conciergerie, mais ils s'y connaissent rien. Aucune expertise, aucune formation prise, rien, ils y connaissent rien. Ils viennent et ils font un peu les choses comme ça, tu vois. Le problème, c'est que derrière, ils font un petit peu n'importe quoi et il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs qui tiennent longtemps. La majorité, ils finissent par arrêter. Enfin bref, il y a des personnes qui veulent se lancer en conciergerie parce qu'ils n'ont pas non plus les fonds, tu vois, pour se lancer en sous-location. D'ailleurs, moi, je me suis même dit que j'allais peut-être créer une formation de conciergerie parce que je vois pas vraiment de formations compétentes ou de personnes compétentes dans le business de la conciergerie qui viennent et qui expliquent un petit peu, tu vois, le business de la conciergerie. Donc c'est possible que je fasse ça parce qu'il y a de la demande par rapport à ça. Mais de manière générale, quand même, la sous-location, c'est quand même beaucoup plus rentable que la conciergerie. Enfin bref, voilà. Bon, on est rentré à l'intérieur parce qu'il faisait un petit peu trop chaud. Le téléphone, il commençait à surcharger en ce moment à Marrakech. Il fait une chaleur, là, on est au mois de juin. Il fait une chaleur, c'est impressionnant. Mais bon, je vais raconter un petit peu ma journée à Marrakech. Parce que tu vois, là, ici, on est dans un restaurant où je viens tous les jours. Mais quand je dis tous les jours, je viens même des fois 2 fois par jour, 3 fois par jour. Ce restaurant-là, il est juste en bas de mon bureau. C'est-à-dire que je descends, je marche 5 mètres et je suis arrivé au restaurant. Et donc, en fait, ma journée, c'est quoi? J'ai mon appart juste à côté. Au début, quand je suis arrivé à Marrakech, j'avais pris un appartement. Donc, en fait, moi, je suis venu en mode, tu vois, rapide, tu vois, il n'y avait rien de programmé, rien. Je suis venu, j'ai pris un appartement comme ça. Là, je vais me prendre un appartement à Guédis, juste à côté. Donc, je descends en marchant, je viens à mon bureau, je descends de mon bureau, j'ai mon restaurant juste en bas. Je sors du restaurant, je remonte travailler au bureau et le soir, je vais au paddle juste à côté. Là, je viens me lancer dans le paddle, là, il n'y a pas longtemps. Bref, et ça tous les jours, depuis 6 mois, avec pour objectif millionnaire sans crédit. Mais je vais l'atteindre, hein, ça c'est sûr. Je bosse tous les jours, du matin au soir. Je ne peux pas venir vous dire, ouais, je vais faire ça, je vais faire ça. Je ne fais rien d'autre que travailler. J'essaie des fois de temps en temps, on me dit, ouais, Elias, fais un jour de repos. Je ne fais pas de jour de repos, j'y arrive pas. J'ai fait un jour de repos à 17h. Genre, j'ai rien fait jusqu'à 17h. À 17h, j'ai un déclic, je me dis, je me sens pas bien, faut que j'aille travailler. C'est pas possible, je peux pas rester comme ça sans rien faire. J'ai l'impression que alors je sais que c'est pas bon, hein, mais j'ai l'impression que je perds du temps à rien faire. Donc non, je peux pas me dire ouais, je vais à la piscine, je vais faire ça. Non, de temps en temps, je vais au paddle, je vais un petit peu à la raquette. Mais mis à part ça, je me réveille le matin, je vais travailler jusqu'au soir. Et ça tous les jours, 7 jours sur 7. 7 jours sur 7, tous les jours depuis un an. Ça fait bientôt un an en tout cas que je suis à Marrakech. Parmi les erreurs que j'ai faites quand je suis arrivé à Marrakech, il y a les lois au Maroc, c'est pas les mêmes qu'en France. Tu vois, ici on est en Afrique, on n'est pas en Europe. Et parmi ces lois-là, il y a le fait de devoir légaliser un contrat. Quand tu signes un contrat ici, tu dois passer dans un établissement qui va signer, mettre un cachet, mettre un tampon, etc., etc. Et ça va te rendre ton contrat légal. Si tu ne fais pas ça, ton contrat n'est pas légal. Et donc, si tu investis de l'argent dans quelque chose, dans un business quel qu'il soit, et que tu ne légalises pas les contrats, et l'autre personne avec qui tu as signé ce contrat, elle peut déchirer ce contrat, le contrat n'a aucune valeur juridique. Ça, c'est une erreur que j'ai faite qui m'a coûté 10 000 € dans les 2 premiers mois où je suis arrivé à Marrakech. 10 000 €. Je pense que le Maroc va énormément s'améliorer sur tout ce qui va être infrastructure, sécurité, etc. dans les prochaines années. Et donc, si les certains petits points qui peuvent être un peu dérangeants s'améliorent, le Maroc, je pense que ça va devenir la destination de rêve pour tout le monde, hein, pour vivre. Parce qu'en soi, moi, pourquoi je suis pas. En fait, à la base, je suis pas parti de la France. Hein. Je vais se dire un truc, c'est que moi, à la base, je suis pas parti de la France. Je n'ai pas pris une décision du jour au lendemain. Ouais, il s'est passé telle chose, donc je vais partir. Moi, mon schéma, moi, il est un petit peu différent. J'étais juste en France et je me disais, un jour, je me suis dit quoi? Je me suis dit, qu'est-ce que ça me coûte de partir? Je suis parti une semaine. Depuis une semaine, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'attend en France? Oui, bien sûr, il y a la famille, il y a ta routine, etc. etc. Mais je me suis dit, moi, je n'ai pas d'obligation de rentrer en France, je n'ai pas un travail, tu vois. Mes appartements, ils tournent en France. Et je faisais combien à l'époque? Je faisais peut-être 15 000, 20 000 € par mois. Mes appartements, ils tournaient en France. Non, je faisais quoi? Je faisais 20 000 €. 20 000 € par mois. Les appartements, ils tournent en France. Tout seul, automatisé, j'ai rien à faire, j'ai mis un système manager qui me remplace. En soi, tout ce que j'ai à faire en France, tout autant rester, je suis resté, puis au final, je suis resté 4 mois. Et de 4 mois après, ça s'est enclenché sur un appartement, ceci, cela. Et donc, c'est comme ça que moi, je suis venu ici. Mais je comprends toutes les personnes qui disent qu'elles ne se sentent plus à leur place en France. Il y a beaucoup de problèmes de société, etc., qui font que tu ne te sens plus vraiment à ta place. Ça, je le comprends, mais moi, c'était même pas ça en réalité. C'était juste me dire,
Il y a des opportunités ici. J'ai fait ce que j'avais à faire en France. Ouais, j'avais des dizaines d'appartements, tout automatisé. Et je vais y aller, je vais faire quoi? Je vais en prendre encore des nouveaux et des nouveaux et des nouveaux. C'est chiant, à force, je m'ennuyais. Vraiment, je m'ennuyais. C'est bizarre, hein, mais genre, pour de vrai, à un moment donné, je faisais 20 000 euros par mois, je m'ennuyais, je me faisais chier dans ma vie. Je vais faire quoi? Je vais faire quoi? Il y a des femmes de ménage, il y a une responsable de femmes de ménage, j'ai un city manager qui parle avec eux, j'ai un responsable technique, j'ai un responsable relation client. J'ai un responsable commercial, je ne fais même plus de démarchage téléphonique, je ne parle même plus avec les clients, c'est le responsable relation client qui parle avec eux. Je ne parle plus avec les femmes de ménage, c'est la responsable femme de ménage qui parle avec eux. Je parle plus avec, je fais même plus d'appels téléphoniques pour récupérer des nouveaux logements. J'ai des commerciales, je les paye à la commission. Il y a une signature d'appartement, il est payé. Je faisais plus rien, la machine continuait. Les bénéfices, ils étaient réinvestis dans les prochains appartements. Ce que tu veux que je fasse. C'est chiant à un moment donné. Donc je suis venu ici, tu vois, je découvre un petit peu, on fait des erreurs, ça coûte de l'argent et c'est pas grave. Bernard Tapie, il avait dit un jour, les entrepreneurs, ils font des choses, des fois ils font des choses bien, des fois ils font des choses un peu moins bien, mais c'est pas grave, c'est le lot des gens qui entreprennent. Et donc, en gros, quand tu entreprends, tu fais des choses bien, tu fais des choses pas bien. On s'en fout que tu aies fait des choses pas bien. On s'en fout que tu aies perdu de l'argent. On s'en fout que tu aies perdu du temps. Parce que moi, tu as fait. Et c'est toujours mieux de faire quelque chose, même si tu fais des erreurs, plutôt que de rien faire du tout. Et donc, cette phrase-là, j'aime beaucoup parce qu'en réalité, et je vais donner une autre citation encore. Cette fois-ci, c'est Nicolas Sarkozy qui avait dit ça. Il avait dit ce n'est pas le projet, ce n'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. Et ça, c'est réel. Parce qu'aujourd'hui, tu as n'importe quel projet, tu n'as pas besoin d'argent pour lancer un projet. Tu as besoin de l'idée, tu as besoin de l'énergie, mais en soi, tu n'as pas besoin d'argent. Parce que n'importe quel projet viable et rentable peut attirer des investisseurs qui vont poser l'argent à ta place. Bien évidemment, tu n'auras pas 100% des parts de l'activité, on s'en fout, parce qu'au final, tu n'auras rien posé. Par exemple, je te donne un exemple. Là, il y a un terrain là, juste en face de mon bureau. Je suis en train de voir potentiellement pour l'acheter. Parce que depuis que je me suis lancé au paddle, je me suis rendu compte que le paddle, c'était un business extrêmement rentable. Et donc, je me suis dit, il y a deux solutions. Soit moi, j'ai les fonds pour lancer un terrain et puis je mets 200 000, 300 000 euros et puis pose 200 000, 300 000 euros, c'est pas grave. Je lance mon terrain. Mais sinon, je peux même faire encore mieux que ça. Je peux garder mon argent pour moi, aller voir un investisseur, me dire écoute, voilà, moi j'ai envie de lancer un terrain de paddle, j'ai déjà ça, j'ai déjà fait mes trucs au marché. Voilà les concurrents, ils font tant de chiffre d'affaires, tant de rentabilité, voilà les coûts, voilà telle chose, etc. Venir le voir, lui dire bah écoute, il y a 300 000 euros à poser, on va faire tant d'euros de chiffre d'affaires par mois. Tu peux lancer n'importe quel projet avec 0 euros, il suffit juste d'avoir la bonne idée, d'avoir l'énergie et un petit peu de crédibilité aussi. Parce que si tu viens voir quelqu'un et que tu viens mal habillé, tu ne sais pas parler, tu parles un petit peu en mode wesh wesh, tu es un petit peu mal habillé, ou en tout cas en survêt, tu vois, et que tu sais pas de quoi tu parles, tu n'es pas sérieux dans ton projet, bah, personne ne va te suivre. Mais si tu viens avec un projet sérieux, moi j'en connais plein des investisseurs qui peuvent venir poser 200 000, 300 000 euros, ils ont que ça. Il y a des mecs qui ont de l'argent sur leur compte, ils ne savent pas comment faire, tu vois. Tu viens le voir, tu lui dis bah, au lieu de laisser ton argent dormir sur ton compte, investis ton argent. Au lieu de laisser 300 000 euros, même pas 300 000 euros, même 50 000 euros. Il y a des mecs qui font 50 000 euros qui dansent sur les compte. Pourquoi ça te sert d'avoir 50 000 euros qui dansent sur ton compte? Juste, ça sert à quoi? Ça sert seulement à rien. Te réveiller le matin et voir que tu regardes ton compte en banque, tu te dis ah ouais, c'est bien rempli. T'es content, ok, mais ton argent, t'es encore un employé, t'es encore victime du système en réalité. Même si t'as 50 000 euros sur ton compte, t'es victime du système. Parce que ton argent, il est là juste pour te rassurer. Alors que si tu l'investis, tu peux être libre financièrement et très facilement. Même avec moins de 50 000 euros, même avec 10 000 euros. Moi, j'ai commencé, j'avais 6 000 euros sur mon compte en banque. Hein. J'ai investi les 6 000 et petit à petit, en prenant des risques, et bah, je suis arrivé là où je suis aujourd'hui. Oh là là, quelle vie. C'est agréable quand même comme vie, non? Eh, tu vas où toi? Eh, viens là. Bon, on retourne au bureau. On va essayer de travailler un petit peu. Tu veux blablabla raconter sa vie. Ça marche 2 minutes, ok? On va aller bosser. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Là, il faut que je retourne travailler. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai abordé 2-3 points, je vous ai raconté mon histoire, mais je pourrais rentrer plus dans le détail si ça vous a intéressé et que vous voulez plus d'informations sur les différences entre conciergerie et sous-location. Vous le mettez en commentaire dans la description sur YouTube. Abonne-toi sur YouTube, abonne-toi sur mes réseaux sociaux, Ilyes Business. Et si tu veux te lancer toi aussi dans la sous-location, j'ai mis le lien dans la description pour que tu puisses réserver un appel avec moi ou avec un membre de mon équipe pour te lancer dans le business de la sous-location. A très bientôt, j'espère que la vidéo elle t'a plu. Pouce!